l'enjeu du débat à suivre. Rénover, c'est investir pour économiser durablement. Mais comment lever les freins financiers, techniques, administratifs dans un contexte de budget sous tension et d'attente forte sur le confort des usagers? Eh bien, collectivités, bailleurs sociaux, copropriétés se heurtent à un mur d'investissement. Pour en parler, la FEDEN a le plaisir d'accueillir Emmanuelle Cos, présidente de l'Union sociale pour l'habitat. Merci d'être avec nous. Les 500 bailleurs sociaux que vous représentez sont engagés dans des travaux d'efficacité énergétique. On verra ensemble les conditions pour tenir la cadence. Bienvenue. Et nous rejoint pour nous expliquer les réalités en copropriété Danielle Dubrac, présidente de l'Union des syndicats de l'immobilier, l'UNIS. Vous allez nous présenter les leviers que vous activez pour engager des projets d'efficacité énergétique. Et pour décrypter le point de vue des collectivités qui travaillent sur nos bâtiments publics, on accueille Jean-Luc Dupont, le président de la FNCCR, maire de Chinon. Vous nous rappellerez la nécessité de stabilité réglementaire et financière et vous nous parlerez également de acter de la montée en puissance du programme dispositif que pilote notamment la FNCCR pour rénover les bâtiments publics. Et ça sera aussi intéressant d'entendre le point de vue de la sénatrice du Pas-de-Calais, Amel Gacquerre est avec nous. Vous travaillez sur ces questions. Vous portez notamment le projet de banque de rénovation. Et enfin, pour compléter notre panel, nous rejoint Éric Trévoisan, président de la FEDEN Efficacité énergétique. On parlera notamment de contrats de performance énergétique avec vous. Voilà, merci à toutes et à tous d'être présents. Cette table ronde est divisée en 3 temps. On va d'abord voir où nous en sommes dans la rénovation énergétique des bâtiments, quels obstacles concrets vous rencontrez, puis on échangera sur vos solutions et retours d'expérience. Et en conclusion, je vous demanderai quelles sont vos priorités pour accélérer. C'est un peu le thème de cette journée. On réfléchit comment massifier et accélérer. Allez, on commence avec vous, Danielle Dubrac, si vous le voulez bien. Vous représentez les syndics au cœur de la décision en copropriété. Les travaux de performance énergétique sont aujourd'hui essentiels pour réduire les charges et améliorer le confort des copropriétaires. Ça, tout le monde en est convaincu. Pour autant, la mise en œuvre, elle reste souvent difficile. C'est quoi, finalement, les obstacles qui font que c'est parfois compliqué de passer le pas ? Déjà, merci de votre invitation. Donc, il y a à peu près 50 000 professionnels dans notre syndicat UNIS et puis on a à peu près 2000 cabinets de syndic. Voilà. Donc, on est représentatif et oui, on veut tous moins dépenser et plus de confort. Simplement, c'est la copropriété, c'est du temps long. Il y a plus de 617 000 copropriétés en France. Il y a à peu près 60% de logements qui sont loués. Et donc, évidemment, il va falloir aussi sensibiliser le copropriétaire bailleur. Voilà, il y a le copropriétaire occupant, mais il y a aussi le copropriétaire bailleur. Et une copropriété, chaque voix compte. Je dirais que dans d'autres lieux aussi, chaque voix compte. Mais simplement, il faut prendre la bonne décision au bon moment. Et on est dans une démocratie locale, donc à un moment donné, même si c'est utile, même si c'est urgent, même si c'est l'intérêt de l'immeuble, comme on a des systèmes de décision et de voisinage qui cohabitent entre celui qui est un locataire, celui qui est copropriétaire occupant, celui qui vient d'acheter. Et quand on est dans un logement en copropriété, on a souvent choisi le logement ou, je sais pas, la ville dans laquelle ça va se passer avec toutes les facilités de la ville. On a un coup de cœur, et puis premier obstacle, on se rend compte qu'il y a un règlement de copropriété, on ne l'a pas forcément choisi, et puis il peut y avoir aussi des voisins qui n'ont pas les mêmes priorités, parce que le public en copropriété est très hétérogène. Il y a ceux qui viennent d'arriver, il y a ceux qui sont seniors, etc. Donc c'est difficile de prendre une décision, et c'est du temps long. C'est très important, cette notion de temps long, et c'est souvent pas, pris en compte, ne serait-ce que dans la réglementation, parce que malheureusement, la réglementation, elle n'est pas stable. Voilà, tout simplement. Enfin, je vous fais pas l'article. Je pense que vous en avez parlé ce matin. Vous en parlerez cet après-midi. C'est pas stable. C'est pas forcément la faute de tous les élus, les parlementaires, mais elle est pas stable. Donc il y a un empilement des normes. Bon, évidemment, ça peut être aussi utile. Et puis on a pour pouvoir aider à une décision, enclencher le levier de la performance énergétique, il faut voter des travaux.
Et donc c'est compliqué parce que comme ça change tout le temps, il faut former les professionnels. Nous, on a un organisme de formation. Il faut s'entourer de spécialistes. Nous, grâce à la FEDEN, on a pu lire le guide sur le contrat de performance énergétique qui a été détaillé tout à l'heure. C'est intéressant. On l'a diffusé à nos adhérents. Mais encore faut-il qu'une fois qu'ils ont présenté ça à leurs conseillers syndicaux, que ça matche dans la tête des conseillers syndicaux et que ça soit décidé. Il y a la difficulté aussi comme élément déclenchant. Donc ça change. Ma prime Rénov', ça a changé. Voilà, pour plein de raisons. Je ne critique pas. On a été écorné quand même par la fraude, qu'on le dise ou non. Ça, c'est malheureusement. Et donc, du coup, il faut une confiance. Alors nous, ce qu'on a fait au niveau de notre syndicat de copropriété, comme c'est complexe parce qu'il y a un empilement des normes et puis il y a un manque de visibilité financière. Il y a des aides, mais après les aides, il y a des codes-parts, il y a les travaux à voter, premier élément, premier obstacle. Donc, il faut convaincre. Et donc, qu'est-ce qu'on a fait, nous ? Mais c'est depuis 2010. On a fait ce qu'on a appelé les universités de la copropriété. Donc, nos adhérents, ils invitent une fois par an leurs conseillers syndicaux ou leurs propriétaires bailleurs à une soirée d'information. C'est ni de l'information grand public comme ce qu'on peut avoir au sein des ANIL qui donnent des documents formidables, mais grand public. C'est pas non plus de la formation des professionnels qui est un peu plus poussée. C'est entre les deux. Et tout ça, c'est fait pour quoi ? C'est juste fait pour que les gens puissent comprendre et mieux s'entendre, mieux comprendre pour mieux s'entendre et quelque part pour prendre la bonne décision au moment où il faut la prendre et capter les subventions qui vont peut-être changer du jour au lendemain. Mais voyez, c'est du temps long. Alors nous, le syndic, on est le chef d'orchestre. Mais si tout change autour de nous, il y a une perte de confiance qui est indéniable par rapport à cette réglementation. Il faut expliquer, il faut sans arrêt former. Et cette université de la copropriété, elle a vraiment joué son rôle. Au départ, l'idée, c'était à travers un conseil scientifique qui a vraiment organisé une progression pédagogique et intellectuelle pour le copropriétaire primo-accédant et puis aussi pour les autres. On a parlé de comment lire un devis, comment lire des charges de copropriété, un contrat de syndic. Il y a quand même notre rémunération aussi qui est en jeu et qui aussi est nécessaire pour pouvoir intéresser les syndics à donner du temps et de l'énergie sur ce sujet. Et puis, depuis à peu près 3 ans, les soirées des conseillers syndicaux, c'est sur la rénovation énergétique, très clairement. On avait commencé par le Grenelle de l'environnement 1, Grenelle de l'environnement 2, et puis maintenant on est dans climat et résilience. Et les copropriétaires, donc il y a cette histoire de méfiance, et je dirais même de défiance, entre ceux qui veulent voter les travaux et ceux qui les veulent pas, et qui ne disent pas forcément pourquoi. Ça peut être un problème financier, ça peut être un problème de stratégie différente. Et donc tout ça, il faut malheureusement avoir un fil conducteur en tant que professionnel pour que les gens absolument votent. Ça, c'est très compliqué. Bon, je vais pas vous dire que c'est facile, mais on a toujours dans l'optique de la conservation du patrimoine et la stratégie du patrimonial du copropriétaire. Malheureusement, il n'existe pas le statut du copropriétaire engagé. On pourrait lui donner un bonus s'il votait bien les travaux. Ça ne se fait pas. Mais voilà, un peu, je vous plante le décor, mais vous le connaissez aussi bien que moi parce que je pense que dans la salle, des gens sont copropriétaires et savent de quoi on parle. Merci Daniel Dubrac. On continue ce tour de table sur le constat. Emmanuel Cos, le logement social, il est souvent montré comme le bon élève de l'efficacité énergétique. Il y a des nombreux chantiers qui ont été réalisés, mais on sent que là maintenant vous avez un peu de mal à tenir la cadence. Pour quelle raison ? Alors, tout d'abord, le logement social, c'est 5,6 millions de logements, essentiellement du logement familial, mais aussi des logements foyers, très important de vous dire ça, et situé évidemment sur l'ensemble du territoire national. Oui, on est des bons élèves, tout simplement parce qu'on a un parc en fait qui est de bien meilleure qualité que le parc privé, et on a beaucoup moins de passoires énergétiques, même si nous en avons. Mais c'est 2 fois moins, donc c'est vraiment pas du tout les mêmes ratios. Mais par contre, on a un désavantage réel qui est lié aux politiques publiques, c'est que la moitié de notre parc est chauffé au gaz. Évidemment. Et donc, ça pose beaucoup de questions aujourd'hui, notamment sur les enjeux de décarbonation. Et surtout... parce que le titre de la table ronde, il est très bien, justement. La question, c'est en fait, on parlait de protection tout à l'heure dans la table ronde précédente, c'était ce qui était dit. Nous, notre problème, c'est comment on protège nos locataires, qui sont des personnes qui sont rentrées dans le logement social sous conditions de ressources. Donc, ce sont des Français qui ont des revenus modestes.
qui peuvent ou la classe moyenne, je dirais basse, mais donc des gens très exposés en fait aux variations de prix. Et si j'en parle, c'est qu'en 2022, évidemment, quand il y a eu l'explosion des prix du gaz, d'un seul coup, tout le monde se rend compte, en dehors du fait que nous, bailleurs sociaux, nous ne sommes pas nous sommes des acheteurs en marché de gros, mais c'est pas notre métier. Il faut quand même le rappeler, c'est que d'un seul coup, moi, j'ai appris à acheter du gaz avec des marchés à clic. Tout ça, c'est pas mon métier. Moi, je suis bailleur. Et d'un seul coup, on me dit, il faut que vous soyez des professionnels de l'achat de gaz, et ce qui évite après des prix dingues. Mais surtout, on s'est retrouvé, comme dans les copropriétés, très à découvert, puisqu'en fait, exclu au départ du bouclier de tarification, parce qu'en fait, la DGEC ne l'avait pas vraiment vu qu'on nous avait exclus. Je passe. Et surtout, comment on protège nos locataires de cette exposition aux variations de prix, c'est-à-dire un prix qui peut être multiplié énormément alors que le service est exactement le même. Et d'où l'impact en fait aujourd'hui d'avoir des travaux de rénovation qui vont évidemment augmenter, et ils augmentent, mais surtout d'arriver à mettre dans nos logements sociaux une énergie qui va moins exposer le locataire à une variation de prix qui peut être incontrôlée. C'est extrêmement important. Parce que je vous rappelle que nous, on est passé d'un marché réglementé à un marché qui ne l'est plus, et que nos prix, c'est des charges avant bouclier tarifaire, où on avait des prix qui étaient multipliés, mais par des sommes folles. Donc, je reviens là-dessus parce qu'on a un peu oublié, sauf que si d'un seul coup, on repart sur une envolée des prix, on va retrouver la même chose. Pour parler plus clairement sur les réhabilitations, aujourd'hui, alors en tout cas sur l'année 2025, on pense que les bailleurs feront au moins, j'ai un peu oublié mes chiffres, je m'excuse parce que pendant le congrès HLM, je les connaissais par cœur, mais là, je les ai oubliés. En gros, on est autour de plus de 150 000 rénovations lourdes. Donc des rénovations globales, c'est ça qui est important d'avoir en tête. Et en gros, les bailleurs sociaux investissent actuellement 21 milliards dans le logement, à peu près 11 milliards dans la construction nouvelle, et à peu près 9-10 sur la rénovation. Donc c'est un chantier phénoménal. La question, elle est de savoir comment est-ce qu'on va être capable de passer... alors l'éradication des passoires FG, c'est des choses qui sont... Les G sont quasiment totalement sortis. Il y a évidemment peu ou prou des travaux encore à faire. Les F, on sera dans le calendrier. La vraie question, c'est comment on sort du parc énergétique qui est classé en E, qui est majoritairement, comme je vous l'ai dit, chauffé au gaz. Et là, la question, elle n'est pas juste de faire... Enfin, ça pose des tas de questions, parce qu'en réalité, et nous, c'est ce qu'on expliquait dans nos discussions avec les pouvoirs publics, la question du changement de vecteur d'énergie et d'avoir vraiment des mix énergétiques va être essentielle. D'où tout le travail sur les réseaux de chaleur, sur la question, évidemment, des ENR. Et surtout, j'y tiens aussi... Je ne veux pas, et c'est les discussions que nous avons tout le temps avec le ministère, réhabiliter un logement, ce n'est pas résumer cela à la question énergétique. Moi, j'ai des locataires, ils s'en foutent d'être en passoire énergétique. Ce qu'ils veulent, c'est des parties communes et ne plus entendre leurs voisins. Je le dis, c'est très important que tout le monde ait ça en tête, parce que, évidemment, qu'il y a la sensibilité, l'inconfort d'une passoire énergétique, etc. Néanmoins, vous ne pouvez pas, en tant que bailleur, et ça sera déjà d'ailleurs un sujet dans les copros, expliquer à un locataire que vous allez lui rénover, qu'il ne sera plus une passoire, si vous n'agissez pas dans les parties communes, dans les pièces humides, dans les abords d'une résidence. Et c'est pas ça qui coûte le plus cher. Pour le confort d'habiter, en fait, vous passerez à côté. Et donc, c'est aussi ça qui est compliqué aujourd'hui, parce que la loi climat et résilience, évidemment, met l'accent sur la question énergétique et les passoires, et c'est très bien, mais on oublie tout le reste. Et pourquoi je vous dis ça? C'est que nous, majoritairement, notre parc, il est déjà classé en D ou en C. Donc le sujet n'est pas la question des passoires, le sujet va plutôt être la sobriété de la consommation. Ça va être comment est-ce qu'on prépare à l'inhabitabilité à cause du réchauffement climatique, donc confort d'été. Et ce n'est pas que dans le logement, c'est aussi les abords extérieurs, d'où tout le travail sur l'aménagement. Et puis évidemment aussi, et j'y tiens, la question de sortir... une partie du parc, évidemment, du gaz fossile. Et donc, on revient à toutes les questions, y compris sur les ENR, mais aussi sur le biogaz. Et après, on ouvre plein d'autres débats. Pourquoi, dans le DPE, qu'on ait du gaz fossile ou pas fossile, c'est la même chose? Voilà, c'est des combats comme ça, anciens que nous avons et que nous partageons ici, mais qui, aujourd'hui, nous handicapent beaucoup.
On va en parler. Pour continuer ce constat, Jean-Luc Dupont pour la FNCCR, maire de Chinon. Le parc public, il reste énergivore. Les collectivités, elles ont à gérer l'efficacité énergétique de leurs écoles, leurs salles des fêtes, des bâtiments administratifs. Pour faire le tour, vous, les obstacles principaux que vous avez identifiés pour massifier, c'est quoi ? Alors bonjour à toutes et à tous, merci à la FEDEN et à son président de nous avoir invités à cette occasion. Ben oui, les collectivités locales, elles ont, alors c'est historique et malheureux, mais pas forcément le parc le plus performant. Et en fin de compte, les constats, c'est de gérer les priorités. On a vu cet été les polémiques sur la fermeture d'écoles à cause des températures dans les écoles. Donc on voit bien qu'il y a un enjeu à la fois sur l'accélération du dérèglement climatique et qu'on ne peut pas le contester et qu'il est urgent d'agir. Simplement, les collectivités locales, elles n'ont pas de planche à billets dans le sous-sol et du coup, elles ne vont pas pouvoir agir sur tous les endroits au même niveau. Et que même s'il y a des dispositifs d'accompagnement, évidemment, il reste toujours un reste à charge. Et que l'idée pour les élus locaux, c'est de faire le bon choix dans l'investissement stratégique qui va être celui qui va apporter à la fois les éléments de confort et un résultat le plus important. Forcément, ce qui pèse aujourd'hui sur les recettes et les perspectives de recettes des collectivités locales inquiète un grand nombre de collectivités qui, au lieu d'accélérer, freinent majoritairement. Je ne vous parle pas du débat de la loi de finances actuelle, dont on voit très bien qu'il va aboutir sur rien, puisqu'en gros, on ne sera pas en incapacité de le proposer avant le 23 novembre. Et donc, soit au mieux, on ira vers des ordonnances ou une reconduction du budget de l'année 2025. Si c'est le cas, ça veut dire que pour toutes les collectivités locales, c'est les mêmes recettes que l'année dernière sans indexation. Donc, c'est une baisse mécanique des recettes. Ça veut dire qu'au moment où il faut accélérer, on a moins de moyens. Et qu'en plus, les dispositifs de prélèvement vont être accélérés, puisque le DILICO, ce mécanisme propre au cerveau de Bercy, dispositif de lissage conjoncturel, devrait être doublé, et avec un taux de retenue qui lui-même est doublé. Donc c'est un peu technique, mais c'est en tout cas ce qui crée une instabilité pour les collectivités locales. S'engager dans des programmes forts d'investissement alors que vos recettes vont chuter, et que les dépenses à côté continuent d'augmenter, la hausse des contributions pour nos collaborateurs, la CNRACL, enfin c'est un nombre de dispositifs qui ne vont pas faire baisser. Donc, en plus de ça, les dispositifs qui accompagnent les collectivités sur les programmes de travaux sont eux-mêmes le coût de rabot supplémentaires. Je prends un exemple, le fonds vert. Les préfets ont été très contents de trouver les autorités organisatrices de la distribution sur les territoires, parce qu'on était capable de mettre des programmes d'action très vite. On a commencé par l'éclairage public, notamment sur la réduction drastique. On a baissé de plus de 45% la consommation moyenne du parc d'éclairage public en France. Donc c'est pas à la petite cuillère, c'est une vraie réalité. Et on avait engagé le même travail sur le bâtimentaire. Le fonds vert, la première année, il a été doté de moyens. L'année d'après, on a enlevé 50% des moyens. Et la troisième année, plus de fonds vert. Hop, terminé, réglé. Donc, comment voulez-vous que dans un modèle aussi instable, on puisse continuer à investir ? La prime rénov', vous en avez dit un mot, mais les stop and go, c'est marrant parce que les dispositifs nationaux, on découvre qu'il y a de la fraude. Il y a eu la même chose sur les adoucisseurs, sur les trucs. On les sait tous les dispositifs. Là, actuellement, c'est pour réparer vos vieux appareils électroménagers. Vous savez qu'il y a une bonification de 25%. On découvre que les tarifs de prestation ont augmenté de 20%. Bah oui, il y a quelqu'un qui capte le dispositif entre les deux. Mais c'est pas nouveau, je veux dire. Enfin, quand on met un dispositif de cette nature, on devrait être capable de construire les pare-feux. Malheureusement, à chaque fois, on retrouve, et là, la prime rénov', c'est un effet pervers parce qu'on a mis du temps à engager les gens dans le dispositif. Quand c'est stoppé en pleine allure, vous êtes obligé de redémarrer le mécanisme. Je peux vous dire que ça prend du temps. Il y a d'autres dispositifs qui sont présents aujourd'hui avec l'ANA, avec Action Logement, dans des dispositifs Petite Ville de demain ou Action Cœur de Ville, qui ont des effets leviers extrêmement positifs sur du bâti ancien, qui a des besoins importants. Mais on ne peut pas faire du stop and go incessant. Je donne un exemple. La loi APER, en 2024, on demande à toutes les collectivités de faire des énergies renouvelables, et avec un mécanisme qui leur oblige de solariser les bâtiments, les parkings. Et puis, dans la loi de finances 2025, on sabre le tarif de rachat de 35%. Ça s'appelle de la schizophrénie. Normalement, ça mène à l'asile, ça ne mène pas au ministère. On n'est pas au bon endroit. Donc je crois qu'il faut que chacun soit conscient des rôles qu'il doit avoir. On ne peut pas faire des choses. Donc l'instabilité réglementaire, c'est un frein majeur qui fait qu'aujourd'hui, les collectivités ont du mal à faire les bons choix. Et lorsqu'elles s'engagent sur un choix, elles ne sont pas si dans 2 ans ou dans 3 ans, ça va être encore maintenu. Donc c'est difficile de porter des politiques de long terme. Enfin, sur ce point... il faut que les dispositifs soient renforcés, qu'on donne des politiques de
cap de long terme, enfin de moyen et long terme. C'est-à-dire qu'on doit avoir des objectifs stratégiques à 10-15 ans, quitte à ce qu'on les recale tous les 3-4 ans parce qu'il y a des pas de temps nécessaires pour regarder, il y a des évolutions technologiques, il y a des enjeux. Donc forcément, c'est pas figé ou gravé dans le marbre, mais au moins qu'on donne à la fois les filières professionnelles. Elles souffrent, c'est dramatique qui est en train de se produire dans le bâtimentaire. Les filières professionnelles, les allers-retours comme ça. Et la commande publique, c'est 75% de la commande nationale. Donc quand les collectivités locales arrêtent d'investir, je peux vous dire que c'est tout un pan de l'économie locale qui dérouille fortement. Donc moi, je suis très inquiet en tant que maire et président de communauté de communes de voir ces allers-retours parce que ça se traduit sur les carnets de commandes de nos entreprises et donc ça va à la baisse. Et donc ça ne sert pas la cause pour laquelle on est engagé. Donc je crois qu'on a besoin d'engager les actions de transition dans les territoires pour être moins vulnérables, à la fois sur l'autonomisation et l'indépendance énergétique qu'on doit créer, mais aussi sur la capacité à porter des politiques claires et durables pour ne pas inscrire ça dans un phénomène instable qui crée plus d'incertitude que de volontarisme. Merci. Amel Gacquer, Jean-Luc Dupont nous dit à l'instant que des collectivités freinent faute de visibilité. Vous qui avez travaillé sur le sujet, vous avez produit un rapport. Quels sont les freins principaux que vous avez identifiés? Est-ce que c'est le financement, l'instabilité des dispositifs, le manque de confiance des ménages? Tout d'abord, bonjour à toutes, bonjour à tous. Merci beaucoup de cette invitation sur un sujet qui nous intéresse et plus que ça, qui nous préoccupe tous. J'ai commencé peut-être par dire, vous avez parlé d'un rapport, vous parlez certainement donc du rapport qui a porté sur la création d'une banque de la rénovation, mais également d'un autre rapport peut-être, celui qui porte sur la paupérisation des copropriétés, que j'ai eu l'occasion d'une commission d'enquête, que j'ai eu en tout cas l'opportunité de présenter avec ma collègue Marianne Margaté, donc l'année dernière. Juste rappeler... et vous l'avez utilisé très justement le terme tout à l'heure, l'enjeu qui se présente à nous, cet enjeu énorme de rénovation du logement, et je ne parle pas que de rénovation énergétique, on parle de 96 milliards d'euros que nous devons engager chaque année. 96 milliards d'euros, ça veut dire quoi? Ça veut dire 12 milliards d'euros aujourd'hui qui manquent pour pouvoir rénover ce que nous devons rénover. Et je ne parle pas que de rénovation énergétique parce qu'il faut y intégrer les enjeux d'habitat indigne, d'adaptation au vieillissement de la population. Je regarde Emmanuel parce qu'on a souvent tendance en tout cas à évoquer ce sujet-là également sur le parc social, également sur le sujet aussi d'adaptation au changement climatique. On parle de plus en plus de confort d'été, mais pas seulement. Donc de vrais sujets, de vrais enjeux sur lesquels il y a un besoin massif d'investissement. Et la réalité, c'est que, on parlait du PLF, nous sommes quand même dans un contexte budgétaire ici entre gens responsables, on le connaît, et on sait que l'investissement public est nécessaire, il faut le mobiliser, mais on va devoir mobiliser également de l'investissement privé. Et le rapport, en tout cas les deux rapports sur lesquels nous avons eu l'occasion en tant que parlementaires de travailler, ont mis en exergue ça, c'est-à-dire aujourd'hui le manque d'investissement privé. Pourquoi aujourd'hui ces difficultés en termes d'investissement? Le premier, on l'a dit, pour des questions de financement, on se rend compte aujourd'hui que les banques, par exemple, ne sont pas forcément au rendez-vous. Elles ne sont pas forcément au rendez-vous pour financer la rénovation des logements, particulièrement sur certaines niches, certains publics, pardon, je vais le dire plutôt comme cela, notamment les ménages modestes, nos aînés, en fait, évidemment, les publics les plus fragiles, et puis les copropriétés, qui, vous le savez, ne sont pas du tout négligeables. Aujourd'hui, ce sont 10 millions de logements, c'est un tiers de notre parc de logements. Donc il y a vraiment ce sujet de financement sur lequel les banques ne sont pas au rendez-vous, et on aura certainement l'occasion en tout cas de le développer. Et puis la deuxième chose, on a été nombreux à le dire, mais vous savez, même en tant que parlementaire, j'ai été pendant 17 ans adjointe au maire, je suis encore conseillère régionale, je suis une vraie élue locale, et puis un sénateur, c'est quand même quelqu'un qui vit dans les territoires et qui représente les territoires. Et donc je vois la réalité des choses. Et vous l'avez dit, l'instabilité, on l'a subie aussi, réglementaire. Je ne parle pas de législative seulement, puisque moi, je le dis aussi, ceux qui me connaissent savent que je n'ai pas la langue de bois. On assiste aussi à une inflation législative, bien sûr réglementaire, mais législative aussi, qui ne nous aide pas beaucoup. Les PPL qui sont tous les jours inscrites, et j'en suis l'auteur, et je peux vous dire que je me freine beaucoup, mais je ne suis pas sûre qu'aujourd'hui, dans le contexte dans lequel nous sommes, ce soit quelque chose que nous devons en tout cas porter. Donc l'instabilité réglementaire, les multiples refontes, le manque de visibilité et de politique finalement à moyen long terme, c'est quelque chose aujourd'hui qui est extrêmement déstabilisant. Donc en termes de solutions, on a parlé de MaPrimeRénov'. Moi, je reste convaincue que c'est un outil qui a eu un
certains succès et un vrai succès qui est vraiment aujourd'hui identifié, que les entreprises, que les Français, que les citoyens en tout cas ont plébiscité, mais qui connaît aujourd'hui des limites. Voilà, ne serait-ce que en termes de complexité, mais aussi, encore une fois, en termes de budget public, en tout cas de moyens publics. Ça, c'est la première solution. Puis la deuxième, c'est ce sujet de banque de la rénovation qui a fait l'objet donc de cette mission interministérielle que j'ai menée avec Marianne Margaté, également avec Daniel Dubrac. Donc on a été plusieurs acteurs du logement, également Procivis, et qui nous a amené, en tout cas pour finir sur cette question, au fait d'envisager. Non, on parle de banque de rénovation, mais ce n'est pas vraiment une banque, c'est plutôt un outil de place, un outil mutualisé qui serait mis au service des banques qui, justement, aujourd'hui, ne vont pas assez, ne financent pas assez, à côté, encore une fois, du financement public, tous ces projets de rénovation qui sont nécessaires aujourd'hui dans les territoires. Merci. On va développer ces solutions à mettre en œuvre. Pour terminer ce tour de table, Éric Trévazan, président de la FEDEN, efficacité énergétique, on vient de parler de ces stop and go réglementaires qui finalement freinent des projets, alors que quand des projets sont enclenchés et réalisés, l'efficacité énergétique, elle est là. C'est ça qui est terrible. Donc vous dites, il faut prendre en compte la notion de bon investissement. Oui, bonjour à tous. En effet, alors avant de commencer en préambule, il y a un terme qui est important pour nous, qui est finalement le marqueur de nos métiers, c'est la performance. C'est un levier essentiel. Encore faut-il l'expliquer. Je vous propose une vision un peu pragmatique de ce que peut être la performance et en quoi ça permet de garantir un bon investissement. Les freins, on l'a vu, ils tiennent tout d'abord de l'instabilité, de la complexité, effectivement. Des aides, on n'a jamais eu autant d'aides aujourd'hui, mais on peut employer le mot millefeuille pour certains qui ne connaissent pas trop les leviers, les ressorts pour avoir cet investissement. Donc c'est un obstacle. Deuxième obstacle, on l'a vu aussi, c'est le mur de l'investissement initial. Un investissement destiné à générer des économies est un bon investissement. On l'a vu tout à l'heure avec le fonds chaleur, avec le coefficient multiplicateur des bienfaits ultérieurs. Donc la rénovation énergétique permet d'agir sur l'ensemble des leviers, sobriété, efficacité, décarbonation, bien entendu. Elle améliore directement le confort des usagers, c'est avant tout social. Elle réduit leur reste à charge, elle renforce leur pouvoir d'achat. C'est un facteur de justice sociale, si on prend un petit peu de recul, qu'il ne faut pas négliger, autant qu'un outil de décarbonation. Les gains sont valables pour tous, les ménages et copropriétés, les bailleurs sociaux, on l'a vu, les collectivités également. Encore, et ça c'est important, encore faut-il cibler les bons travaux, la bonne composition de travaux. Encore une fois, pour être pragmatique, aligné avec une stratégie, une vision à long terme du patrimoine à rénover. Et c'est précisément l'intérêt de concevoir une combinaison de meilleurs travaux, qui est toute l'intelligence qu'on développe dans notre métier, les meilleurs travaux possibles en fonction d'une situation de départ, et je l'ai dit, d'une stratégie patrimoniale, dans un contexte qui n'est pas identique pour l'ensemble des territoires, bien entendu, et des activités, et du patrimoine à rénover. Alors, garantir la performance, il y a une chose qui est importante, effectivement, à un moment ou à un autre, si on le voit de façon pragmatique, c'est d'être comptable des résultats attendus dans la durée, et notamment de s'assurer que le programme de travaux garantisse dans la durée des consommations, des émissions de gaz à effet de serre. Garantir la performance et la pertinence des aides qui ont été utilisés. Encore une fois, il n'y a pas de fraude dans nos métiers. Quand on travaille des contrats avec les collectivités, avec les bailleurs sociaux ou avec l'ensemble des copropriétés, on sait de quoi on parle, par nos contrats. En synthèse, je voudrais simplement dire que le principe de garantie de performance énergétique et environnementale est une nécessité, quelle que soit la façon, le chemin que l'on prend pour y arriver. Il s'agit de s'assurer que le programme de travaux garantisse la durée des consommations promises et que les consommations ne seront pas dépassées, tant en GES, en émissions de CO2, qu'en consommation. En conclusion, pour répondre à votre question de façon très simple, c'est en conclusion le principe le plus efficace pour répondre aux critères de bon investissement. Voilà. Soyons comptables de ce qu'on propose. Merci. On arrive au temps 2 de cette table ronde. On va échanger avec vous sur les retours d'expérience et les solutions. Daniel Dubrac, sur les solutions... il y a la question du préfinancement qui est extrêmement importante chez vous, auprès des copropriétaires.
Oui, absolument, parce qu'il faut un élément déclenchant. Et donc, quand on est décidé, on va faire des travaux. Alors, évidemment, ces travaux, on ne raisonne pas, merci, parce que j'étais absolument en phase avec ce qui a été dit, on ne raisonne pas que sur les travaux de rénovation énergétique. On en profite pour faire le reste, parce qu'en fait, on vise aussi la qualité du logement et les conditions de vie dans lesquelles les occupants vont être. Bon. Et donc, quand on a ces aides, c'est compliqué quand les aides changent. Parce qu'on ne peut pas planifier, on n'arrive pas à planifier, on n'a même pas de plan quinquennal sur les aides. Une fois qu'on a une aide, les travaux, il faut d'abord les voter, puis après il faut les réaliser. Et quand on les réalise, à la fin, il faut les payer. La question du préfinancement est un élément déclenchant. Si vous arrivez à trouver un financement pour le reste à charge, mais que vous arrivez à trouver un préfinancement des aides, ça c'est sûr, si les gens sont préparés par un bureau d'études techniques, par des organisations professionnelles qui ont expliqué la nécessité d'eux, l'utilité d'eux. Donc le préfinancement des aides, c'est très important. Ce qui est compliqué, évidemment, on l'a dit, dans cette mouvance et cette évolution, cette visibilité qui est complètement nulle, c'est que les références bougent. Les références, c'est quoi? C'est notamment le DPE. Alors, je ne dis pas qu'il n'a pas fallu faire des évolutions du DPE, mais enfin, quand même, en 2021, dès le mois de juin 2021, pour le DPE individuel, nous l'avions réclamé. Nous avions déjà constaté qu'il pouvait y avoir des difficultés. Quand on a expliqué que pour les petites surfaces, il y avait quand même un petit souci, il a fallu quand même 2 ans pour que ça puisse se faire. Bon, collectivement, hein, voilà. Donc, le DPE, il a été corrigé 4 fois avec des informations intéressantes, comme le coefficient pour l'électricité, par exemple. Mais, premier problème, en copropriété, vous avez l'occupant, le copropriétaire occupant, le copropriétaire bailleur. Or, la réglementation n'est pas la même pour lui, et donc les divergences vont exister, puisqu'il y en a un qui pourra plus louer, ou en tout cas avec des difficultés, et puis l'autre, finalement, qui va peut-être se dire, mon confort, peut-être pas le moment de faire les travaux. Donc, vous avez aussi cette dualité entre le statut des propriétaires qui n'est pas le même, parce que la réglementation, les obligations ne sont pas toujours les mêmes. Puis alors, vous avez le DPE bâtiment. C'est bien. C'est bien qu'il y ait le DPE bâtiment, mais le DPE bâtiment, la primauté du DPE bâtiment, alors le DPE individuel, il est opposable, etc., mais il y a le DPE bâtiment. Moi, je trouve que c'est intéressant d'avoir un DPE bâtiment parce que ça encourage collectivement à faire des travaux, mais enfin, il faudrait savoir s'il y a une primauté, qu'est-ce qui va compter, quelle est la meilleure étiquette qui va compter. Tout ça, on n'a pas réglé ce problème-là. Et donc, nous, on propose effectivement qu'il y ait un DPE unique, qu'il y ait une primauté d'un DPE d'une lettre par rapport à une autre lettre, de façon à encourager. Il faut encourager tout le monde à faire ces travaux, donc on a cette difficulté. On a eu aussi à un moment donné quand même où les politiques publiques ont été pensées propriétaire individuel, maison individuelle, et donc il prend la décision quand il veut, il fait ses travaux, voilà. Mais en collectivité, ça n'a pas été pensé comme ça au départ. Mon accompagnateur Rénov' est arrivé tardivement. En plus, il y a eu toutes les difficultés sur la réglementation autour de ma prime Rénov'. En tout cas, nous, ce que l'on fait, c'est que l'on fait voter le plan pluriannuel de travaux. En plus, il y a eu une inversion entre le calendrier des DPE bâtiments et le calendrier des PPT. Donc, on fait voter le projet de plan pluriannuel de travaux. Je dois dire que quand même, il y a un élément déclencheur parce que les gens disent, on va voir quand même ce qui se passe. Mais il faut qu'il y ait une visibilité financière. Donc, on en revient toujours au préfinancement. Donc, le préfinancement des aides, et même si elles changent, c'est quand même bien d'en avoir. On comprend la nécessité de changer telle et telle éligibilité à une aide, peut-être pour les personnes modestes, ou on va enlever l'isolation des murs. Bon, on comprend, puisque c'est des problèmes budgétaires. Mais enfin, si vous voulez, c'est compliqué du jour au lendemain de pouvoir prendre une décision quand ça change, puisque justement, par définition, cette aide, elle est importante. Alors, on travaille sur le reste à charge. Amel l'a bien dit, le reste à charge, c'est aussi de voir comment on finance. Il y a des banques qui financent, il y a des banques qui financent leurs clients individuellement, y compris avec des crédits à la consommation. Bon, très bien. Et puis après, quand il y a une quote-part de partie commune, il peut y avoir des prêts collectifs à adhésion individuelle, c'est-à-dire en fait c'est des prêts qui désolidarisent les gens, mais on peut faire un prêt et puis après la banque décide ou pas de financer la quote-part du copropriétaire, et puis après il y a le fameux emprunt
collectif à adhésion simplifiée. Donc là, c'est tout le monde, on vote, il y a un prêt qui est voté. Et puis ceux qui ne veulent pas participer au prêt global, ils se rétractent. Bon, ça, c'est une nouveauté. C'est justement dans la loi Habitat dégradé d'avril 2024. Enfin, il faut que les banques y aillent. Toutes les banques ne sont pas intéressées. Et c'est vrai, ce qui nous manque, c'est un outil mutualisé avec des experts, avec des préfinanceurs et avec la gestion administrative. Et donc ça, Amel l'a bien dit. Donc c'est ça qui est compliqué dans une copropriété. Alors, je ne sais pas si je réponds vraiment à votre question, mais en tout état de cause, on vise toujours la qualité du logement et le syndic, il faut qu'il soit tiers de confiance. Et dans la question de l'emprunt collectif, où c'est le syndic qui va faire le recouvrement de l'emprunt, là, il faut aussi, non seulement que les copropriétaires aient confiance en vous, mais il faut avoir confiance en son système informatique de recouvrement. Il faut que le banquier aussi ait confiance en vous. Voilà, donc tout ça c'est compliqué, mais je ne sais pas si je réponds à la question. Si. Éric Trévoisan, là on a parlé de dispositifs existants, de solutions. Pour vous, qu'est-ce qui manque aujourd'hui, s'il manquait quelque chose? Alors, pardon. Ouais, donc, on a vu les freins sont nombreux. En fait, il faut promouvoir encore une fois le bon investissement. Il y a quelques mots importants, quelques mots magiques. On parle de confiance. Il faut inspirer confiance dans nos solutions par la clarté, grâce à une stabilité bien sûr et la pédagogie. Proposer une visibilité économique sécurisée dans la durée. La performance, je l'ai dit, garantit les 3 leviers, l'énergie, l'économie, le social, l'environnement, les espaces publics, les espaces collectifs sont évidemment sur le confort de vie de chacun, et une vision partagée des résultats et des indicateurs. On a parlé, je ne reviendrai pas, sur le pilotage, l'intelligence artificielle, le digital, etc. Ça doit aussi participer à proposer de la visibilité et de la clarté. Jamais les aides ont été aussi variées, mais elles restent encore sous-utilisées, qu'il s'agisse de collectivités, qu'il s'agisse également de copropriétés. C'est impressionnant quand on voit les études de cas que l'on peut faire et le reste à charge. Alors évidemment, on parle dans certains cas de projets techniques et dans d'autres de projets patrimoniaux, beaucoup plus importants, effectivement. Mais donc ces aides, il faut aller les chercher. Alors nous, je dirais nous, l'ensemble des acteurs de la chaîne de valeur de l'énergie, quel qu'il soit, en amont ou en aval, devons encore renforcer la pédagogie et rendre tous ces dispositifs tangibles. On est vraiment un lien de transmission avec nos clients que l'on pratique évidemment au quotidien. En qualité de professionnel, on est des relais et nous devons contribuer à promouvoir, et ça c'est une valeur personnelle que l'on porte à la FEDEN, contribuer à promouvoir le rôle essentiel des dispositifs d'accompagnement, des conseillers, des accompagnateurs. Alors je parle de l'ANAD, de l'ANEM, des ALEC. Je prends un exemple sur ce qu'on connaît bien avec la FNCCR notamment, les programmes actés. Combien de structures ne connaissent pas ces dispositifs qui peuvent permettre de mettre en place des schémas directeurs immobiliers efficaces. Je parle des plans pluriannuels de travaux dans les copropriétés, par exemple, qui demandent une vision à long terme. Mais encore faut-il, je dirais, travailler sur toutes les étapes de la connaissance de son patrimoine jusqu'à la suite. Donc, et dans le même temps, eh bien, on doit démontrer l'efficacité des solutions, on l'a dit ce matin, matures, qui existent à travers ces plans de travaux. Sur 2 aspects. Le premier, la sobriété et l'efficacité énergétique. Effectivement, il peut s'agir, alors le panel est large, des gains rapides en fonction des situations. On n'est pas obligé de faire de la décarbonation tout de suite. Il peut y avoir des gains techniques pratiques, sobriété, efficacité. Et dans d'autres cas, des solutions matures également dans le cadre d'un projet patrimonial plus étendu. Encore une fois, on travaille les usages, on travaille la qualité, le confort des usagers. Et dans d'autres cas, mutualiser les productions. Je parle encore d'énergie renouvelable. Effectivement, les productions, favoriser, on l'a dit ce matin, je crois, Sylvain Wasserman l'a dit, les systèmes collectifs, quels qu'ils soient, qu'il s'agisse de réseaux de chaleur, qu'il s'agisse de réseaux techniques, de chaufferie en pied d'immeuble, de partager tout cela avec des techniques qui existent et de prioriser, bien sûr, la décarbonation. Et notamment, démontrer un outil que l'on promeut au sein de la FEDEN, qui est le contrat de performance énergétique, finalement, qui met en œuvre tout ce que l'on vient de dire. Ce n'est pas le seul modèle, mais c'est un modèle qui fait ses preuves et qui permet de préserver les finances des collectivités, des bailleurs, des copropriétés, pour dégager des marges de financement dans leur budget respectif, pour les orienter sur des rénovations un peu différentes. Un exemple concret, c'est ce qu'on a vu tout à l'heure à Montrouge, la résidence, le Lutèce, où on a eu le bonheur d'accueillir Valérie Létard, la ministre du Logement à l'époque. Donc, et c'est vraiment les utilisateurs qui en font la promotion. Donc, par rapport à tout cela, les économies d'énergie, c'est pour compenser totalement ou en partie
selon le choix de tel type de projet. Donc voilà, ce qu'il manque, je dirais encore, confiance, pédagogie, et c'est ce que l'on fait au sein de la FEDEN, que ce soit localement ou en national. Il faut promouvoir ces travaux qui sont durables et qui existent. Merci Éric Trévoisan. Emmanuel Cos, Éric Trévoisan a parlé des solutions de chaleur renouvelable. Vous allez lancer le 4 décembre une initiative, c'est l'Alliance HLM pour les énergies renouvelables. C'est quoi l'ambition ? Alors, l'ambition, c'est en fait de massifier la part des bailleurs engagés sur le développement des ENR dans leur parc. Alors, soit pour des programmes d'autoproduction, autoconsommation, mais en fait, il y a plein de choses qui sont faites aujourd'hui, qui sont souvent à l'initiative de bailleurs, de collectivités, parce qu'on agit aussi souvent dans le cadre de programmes un peu plus larges. Mais en fait, moi, j'estime qu'il n'y a pas assez de massification, et je pense que c'est complètement inutile que chaque bailleur refasse le même parcours du combattant à chaque fois qu'il va dans un nouveau projet. Et donc, moi, je suis à la tête donc, de cette union. C'est 600 organismes, 5,6 millions de logements. Donc, je pense que pour faire, il faut commencer avec ceux qui ont envie de faire. Et donc, mon idée, elle a été, en fait, et c'est ce qu'on va faire le 4 décembre, et vous pouvez évidemment vous inscrire et participer à cet après-midi. L'idée, c'est qu'on réunisse des bailleurs sociaux, mais en fait aussi tout l'écosystème économique des ENR, mais aussi juridique et fiscal, hein, parce que quand on parle d'obstacles, il y en a quand même beaucoup, pour en fait nous permettre déjà de voir ce qui est aujourd'hui fait et de voir comment est-ce qu'on peut massifier. Il y a évidemment des enjeux de simplification, mais il y a aussi des enjeux de compréhension. Et donc ça sera l'objectif. Alors quand en fait c'est une idée que j'ai depuis longtemps, mais dont j'avais pas eu le temps de m'occuper parce que je l'avais déjà annoncé il y a 1 an et demi, mais on avait d'autres choses à faire. Et là quand je l'ai annoncé au congrès HLM, on avait fait une table ronde sur le sujet avec des représentants, notamment des syndicats d'énergie renouvelable, qui m'ont dit c'est la seule bonne nouvelle dans le moment. Bon, faut dire, on était en pleine discussion sur le moratoire. C'est vrai que c'était très sympa. Mais surtout, pourquoi est-ce que je veux faire ça ? C'est parce que partout, les bailleurs se sont engagés sur ces programmes-là. Soit à leur initiative, soit, comme je le dis, à l'initiative de collectivités locales qui ont parfois un programme plus global. On n'a pas de mauvaise expérience. Franchement, quand c'est bien fait, alors il y a des trucs sur lesquels certains bailleurs ont pu se planter, on a parfois eu du mal à convaincre les locataires d'aller dans le projet et tout ça, mais la plupart du temps, ça marche très bien et on n'a pas non plus de problématiques techniques ou de défaillance des systèmes proposés. Donc c'est pour ça aussi que moi j'y tiens, parce que je pense que c'est très important. Ça a un impact évidemment à la fin sur la facture des locataires, mais au-delà de ça, ça nous ancre sur un enjeu territorial, parce qu'en fait, on participe à la décarbonation des énergies à l'échelle locale. Et puis, il y a un autre sujet, c'est que ça permet de sortir de la discussion uniquement sur le bâtiment. Parce que c'est ça aussi qui est un problème aujourd'hui pour aller vers la décarbonation. Moi, il y a plein de territoires où même si j'ai une résidence de 500 logements, je ne peux pas réfléchir juste sur ma résidence. Je dois réfléchir à l'échelle de l'agglo ou de la commune. Et ça, c'est aussi une discussion. Il faut qu'on trouve les lieux où on va pouvoir sortir d'échelle. Enfin, ne pas rester dans le bâtiment, mais vraiment être dans des discussions locales. Alors, soit parce qu'une collectivité... Je pense à ça parce que c'est un débat que j'ai eu avec une maire. Elle va mettre un réseau de chaleur dans sa ville. Elle a un bailleur qui veut faire des travaux sans intégrer le calendrier du réseau de chaleur, ce qui est complètement idiot. On va dire les choses telles qu'elles sont. Donc, elle m'a appelé pour ça, pour que j'aille expliquer au bailleur qu'il y avait peut-être mieux à faire. Mais en fait, ces gens-là, c'était jamais vu. C'était jamais parlé, alors qu'ils se parlent tous les jours des problèmes de vandalisme et autre chose. Donc, il est aussi très important qu'on arrive à changer d'échelle. Et je pense que ça nous permettra d'avancer. En tout cas, c'est le pari que je fais avec cette alliance, hein. Donc, notre idée, c'est évidemment, c'est l'union qui crée cela. Mais l'idée, c'est qu'en fait, ça soit très ouvert. Donc, c'est aussi pour ça que je n'en ai pas fait une commission de travail de l'USH. J'en ai fait un objet un peu extérieurs qui permettent à des élus locaux, aux représentants vraiment du monde de l'énergie renouvelable d'être présents, qu'on ait aussi les représentants évidemment des réseaux d'énergie. La Creux aussi est en soutien avec nous et puis évidemment la DGEC. C'est un moment très important.
Je veux aussi vous dire pourquoi, parce que nous, on n'a pas le droit de se planter quand on fait des... Enfin, personne n'a le droit de se planter, mais alors nous, encore moins. Si on fait une promesse à nos locataires, le pire pour nous, c'est qu'elle ne soit pas tenue. C'est-à-dire que si on leur dit qu'on fait des travaux et qu'on va avoir... qu'il n'y a pas d'économie d'énergie à la fin... Mais alors là, on parle de confiance, mais c'est terrible, parce que, ils ne nous croient pas. En plus, je rappelle quand même que c'est une partie de leur loyer qui paye les travaux. Donc, il y a un enjeu, en effet, sur la performance et ce qu'on raconte qui est très important. Et c'est d'ailleurs aussi pour ça que beaucoup de bailleurs sont réticents à sortir de leur routine habituelle. Et je vous donne juste un exemple. Les chaudières à gaz, OK, c'est fossile, mais alors quand vous êtes bailleur, c'est tellement simple, c'est tellement solide, pérenne, tranquille, entre guillemets. Je vous dis ça versus une pompe à chaleur. Si vous voulez que je vous parle de tous les problèmes sur les livraisons neuves, sur des problèmes de pompe à chaleur qui déconnent, quand vous êtes bailleur social, moi-même, je préside un organisme HLM, quand je décide de travaux à hauteur de plusieurs millions d'euros, si je n'ai pas la certitude que ce que je vais mettre va fonctionner, vous imaginez bien la délicatesse dans laquelle je suis. Et ça, c'est aussi un frein pour beaucoup de bailleurs de se dire vers quoi je vais. Alors, ça n'empêche que l'innovation, elle est très présente, que beaucoup ont testé de l'autoproduction, autoconsommation, autoproduction, notamment par exemple pour l'eau chaude. On a évidemment l'expérience des bailleurs ultramarins très importante sur le sujet parce qu'ils ont, eux, un travail sur les renouvelables depuis bien plus longtemps que nous, notamment à La Réunion. Mais si je vous dis ça, c'est qu'on a aussi besoin d'un écosystème économique et technique qui soit extrêmement fiable. Je ne parle pas de l'écosystème politique et de sa fiabilité, parce que j'en parlerai tout à l'heure, mais nous, on a bien connu, c'est très compliqué dans la période. Mais si je vous dis ça, c'est parce que à la fin, on a un locataire qui paye un loyer et nous, on est son bailleur. Et nous, on sera toujours son bailleur. Donc, en fait, si on raconte n'importe quoi, ça va être un problème pour la suite. Et surtout, on va abîmer la crédibilité de notre message, notamment sur la question énergétique. Merci Manuel Cos. Emel Gacquet, Manuel Cos parle de changer d'échelle. Est-ce que l'outil banque de rénovation peut aider à changer d'échelle ? Oui. Oui, c'est quand même le résultat de nos travaux, de notre mission interministérielle, donc qui a été menée et que nous avons présentée en fait début juillet. Enfin, moi, j'en suis convaincue. Quand je dis oui, c'est que tout est à faire sur cette banque de la rénovation. En fait, aujourd'hui, on a parlé de MaPrimeRénov', on peut parler des C2E qui sont présentés comme une solution miracle. Moi, j'y mets quand même un mini bémol, c'est que c'est quand même le citoyen qui paye, les C2E. On peut parler des dispositifs des éco-prêts à taux zéro, etc., mais on sait que c'est insuffisant. Et donc, je le disais, je pense vraiment qu'il faut continuer à se battre pour la mobilisation de fonds publics, mais qu'en effet, ils sont insuffisants aujourd'hui au regard des objectifs que nous avons et des budgets dont nous aurons besoin, encore une fois, en termes de rénovation de nos logements, aussi bien privés, individuels, que collectifs. Et cet outil mutualisé, cette banque de la rénovation, cet acteur de place, en fait, l'idée, c'est de répondre, ou en tout cas de cibler, pour moi, les publics prioritaires, justement, qui aujourd'hui sortent des radars, je l'ai dit tout à l'heure, les aînés, les ménages modestes, ceux qui bénéficient le moins en tout cas d'aide, et je ne parle pas d'aide publique, mais aussi de financement privé. Et puis, bien sûr, les copropriétés, parce que je l'ai dit tout à l'heure, les banques n'y vont pas parce que Daniel l'a très bien présenté, c'est très long, c'est complexe. Et aujourd'hui, quand on se lance sur un projet de rénovation d'une copropriété, c'est un peu le parcours du combattant, aussi bien pour les copropriétaires que pour les syndics et pour les banques. Donc la première condition, et c'est ce qu'on a posé comme postulat en tout cas pour cet outil, c'est d'avoir les bons publics, les publics prioritaires. Il y a le sujet du préfinancement qui est essentiel. Il s'agit aujourd'hui de ne surtout pas taper dans la trésorerie aussi bien des particuliers que des entreprises. Donc ça, c'est un élément fort qu'on retrouve dans ce qui va être préfigurer en fait cet acteur de place. Et puis un autre sujet aussi, quand on a questionné en fait les banques qui finalement aujourd'hui sont très peu nombreuses à financer massivement la rénovation des logements. On en a deux véritablement qui sont très engagés, je ne vais pas forcément citer, mais bon, deux qui sont très engagés, c'est, je le disais,
c'est vraiment parce qu'aujourd'hui, elles ont un souci de garantie, de risque en fait qu'elles doivent véritablement maîtriser. Donc voilà en fait, hein, sur cette banque de la rénovation, l'objectif c'est vraiment encore une fois d'avoir cet outil-là qui va permettre de lever les freins que les banques rencontrent. Et il y a aussi, c'est ça, je voulais en venir à ça aussi, c'est la compétence. C'est-à-dire que dans les banques nous ont dit aussi très clairement qu'aujourd'hui leurs agents, leurs employés ne maîtrisaient pas complètement en fait cette maîtrise en fait des compétences qu'on doit avoir pour rénover notamment au sein des copropriétés. Et cet acteur de place doit pouvoir proposer des solutions, des formations, ce que finalement vous vous engagez, ce que l'UNIS fait aujourd'hui au travers de certains rendez-vous. Mais voilà, l'idée c'est de proposer toute une série de services au service des acteurs privés volontaires qui voudront encore une fois s'engager dans cet enjeu fort. Et puis un élément pour terminer en tout cas sur ce sujet-là, c'est que les banques en fait aujourd'hui ne refusent pas. Hein. Elles ne refusent pas d'y aller. C'est que, je l'ai dit, elles ont vraiment des freins. Elles sont très conscientes du marché extrêmement intéressant que ça peut représenter. Mais pour ça, elles ont besoin de garanties et d'être accompagnées. Merci. On est au cœur du sujet. C'est le financement. Jean-Luc Dupont. Alors, on va parler du programme Acté, qui est un programme que vous pilotez notamment avec l'ADEME et l'AMF. Il est en train de monter en puissance. Est-ce que ça va continuer ou pas au regard des incertitudes que l'on connaît ? Alors, ce dispositif qui est basé sur les certificats d'économie d'énergie au travers du programme Acté, il a démarré en 2019-2020. Il était à 12,5 millions d'euros sur le premier programme Acté 1. Il est passé à 100 millions sur Acté 2. Il est actuellement à 220 millions sur Acté 3 et on est en train de préparer Acté 4. Et en fin de compte, même si, comme vous le dites très bien, les certificats d'économie d'énergie, c'est le client qui paye, l'usager qui paye. Je rappelle que pour les autres dispositifs, fonds vert ou autres, c'est aussi lui qui paye par le biais de l'impôt. Donc, mordu du chien, mordu de la chienne, le mécanisme revient toujours autour du même. Et donc, ce dispositif, je pense qu'il a un mérite. Sa stabilité, elle est au fait du fait qu'il n'est pas budgétaire. Et comme il est hors budget, il est moins attaquable que les autres fonds. C'est important à mettre à l'esprit parce qu'on vient d'avoir la publication du décret de la période 6 ce matin. Ça fait des mois qu'il est attendu. Il a été publié ce matin, qui engage dans la période 6 des certificats d'économie d'énergie, donc qui donne de la visibilité. Alors, il est reconduit, il est même augmenté. Alors moi je suis comme Saint Thomas, je crois que ce que je vois, parce qu'on peut augmenter le gâteau, mais si on est plus à manger dans la gamelle, il va rester moins pour chacun. Donc il faut quand même trouver le bon mécanisme. Donc il faudra voir. Je suis d'accord avec vous. Il ne faut pas que ça soit le fourre-tout les CE. Et donc aujourd'hui on l'a fait pour la rénovation énergétique des bâtiments et ça fonctionne bien. Il y a un vrai déclenchement dans les territoires. Nous, tout le monde s'en est saisi. La montée en puissance, elle est effective. On a demandé pour le prochain programme aux alentours de 350 millions. On espère qu'on aura 320. Mais en tout cas, c'est l'objectif qu'on s'est fixé et il a fortement décollé. Aujourd'hui, on a un vrai programme qui permet d'abord aussi la formation des personnels. Vous évoquiez tout à l'heure la compétence, y compris dans les organismes bancaires. Les économes de flux, les conseillers en énergie partagée, ils ne sont pas pléthores sur le marché, c'est des nouveaux métiers et des gens compétents qui sont capables de cibler, vous parlez tout à l'heure, monsieur Trévoisan, de faire les bons investissements au bon endroit. Eh bien, l'économe de flux, c'est celui, moi, combien de fois le maire vient me voir pour me dire, Jean-Luc, j'ai envie de refaire l'isolation de l'école parce que c'est une catastrophe. Puis quand l'économe de flux regarde les consommations, en fin de compte, il dit, c'est pas l'école, monsieur le maire, mais c'est la cantine scolaire qu'il faut rénover, c'est le restaurant scolaire qui est une passoire thermique. Et donc, l'idée, c'est de faire d'abord les beaux choix au bon endroit. Et parfois, l'enfer est pavé de bonnes intentions et c'est pas parce qu'on pense que ce bâtiment-là est plus vieux, moins performant, que c'est la réalité des cas. Donc, il faut vraiment avoir des gens pertinents pour le faire. Donc, on accompagne aussi des programmes de formation importants à l'échelle du dispositif. Il y avait ce matin une matinale avec les acteurs à la fédération. Et en fin de compte, aujourd'hui, Acté a pris cette dimension à la fois de pédagogie auprès des collectivités locales pour faire les bons choix. Et on regardait tout à l'heure, il y a le monde parfait des bisounours où je fais 100% de l'investissement et je vais avoir un bâtiment hors pair. J'ai d'abord pas les moyens de le faire. Et puis la collectivité, elle n'a pas qu'un bâtiment. Et donc un maire, il a envie d'agir sur plusieurs bâtiments.
Et on sait qu'il y a la règle des 80-20. Avec 20% de l'investissement, je peux atteindre peut-être pas loin de 80% des objectifs qu'on doit donner. Et c'est ces petites victoires qui sont importantes de conquérir. Parce que si on veut attendre que tous les éléments soient réunis, que les planètes soient alignées pour atteindre l'optimal, j'ai peur qu'on se retrouve d'ici plusieurs décennies et qu'on soit passé à côté des vrais sujets. Donc je pense que c'est important de surveiller ça parce que malgré tout, ce gain qui va être fait sur le bâtimentaire, en n'ayant pas fait la totalité de l'investissement, mais ayant franchi les premières étapes les plus importantes, eh bien c'est déjà quelque chose qui vient contribuer à la réduction des coûts, à l'amélioration de la performance, mais aussi aux émissions carbone, à tout ce qu'on est capable de voir, parce que même si on a la chance d'avoir une énergie fortement décarbonée, elle n'est pas en totalité. Et pour rebondir sur ce qu'évoquait Emmanuel Cos sur le gaz, il y a un objectif national. On est en train de verdir les réseaux avec du biométhane. Et cet objectif, il doit être maintenu. Parce que penser qu'on fera un mix énergétique français sans du biométhane, c'est se faire du mal. Aujourd'hui, l'énergie électrique, je suis maire de Chinon. J'ai 4 unités réacteurs. Je sais ce que c'est que l'énergie nucléaire. Simplement, la gestion de la pointe hivernale, il y a 40% du chauffage qui est assuré par le gaz. Et si vous voulez muter aujourd'hui ça, on est incapable de le faire. Il faut l'avoir à l'esprit. Donc les gens qui, à la DGEC, essaient de nous imposer la sortie du gaz, on l'a vu, il y a eu une tentative de supprimer les chaudières gaz dans l'habitat individuel. Là encore, c'est des mauvais signaux qui sont envoyés. Évidemment qu'on doit sortir le gaz fossile des réseaux. On est tous d'accord sur les enjeux. Mais on a aussi des capacités méthanogènes. La France, elle a des enjeux importants. Il y a tous les biodéchets. Pour toutes les collectivités locales, c'est un sujet majeur. Aujourd'hui, c'est une charge terrible dans le traitement. Demain, ça peut devenir une source de recettes. Comment on n'est pas capable d'intégrer ça et de construire un mix équilibré ? Merci beaucoup. On arrive au terme. Je vais vous demander une conclusion minute, mais vraiment minute. Et on va commencer avec vous, Éric Trébasan, parce que vous avez une conférence de presse qui commence dans 1 minute. Très bien. Je me fais ma question et ma réponse. S'il fallait choisir un levier concret pour déclencher une vague massive de rénovation, lequel est-ce que je privilégierais ? Alors, il y a un mot que j'ai bien aimé, que vous avez employé, c'est certitude. Effectivement, donc aujourd'hui, sans hésitation, le levier CPE est pour nous un outil essentiel parce qu'on parlait de performance, mais performance, il manque le mot certitude à côté. Certitude d'atteindre nos objectifs. Donc c'est un outil qui fait consensus, on en a déjà parlé, qui est réglementaire. N'oublions pas que les directives européennes imposent pour l'État exemplaire et les marchés publics d'avoir recours, en tout cas de l'étudier en préalable avant de lancer un projet de rénovation. Alors pour preuve, petite illustration, le recours au CPE public qui prend une forme de MGP, je dirais pas paiement différé, donc c'est le marché global de performance énergétique, a progressé de façon exponentielle depuis 2023. Entre 2023 et 2025, c'est source marché public, 450 MGPE ont été contractés, alors qu'en 2023, il y en avait 72 par an, et on est à fin octobre à 200. Avec une exemplarité des communes qui représente près de 40%, effectivement, voire même des plus petites communes, parce que ce type de contrat était plutôt réservé à des collectivités territoriales, régions, départements. Donc, de façon exponentielle, avec un intérêt aussi pour les établissements de santé, les structures territoriales également, telles que les syndicats d'énergie, qui prennent ce sujet autant pour décarboner que pour baisser les consommations. Donc, ils contribuent à sécuriser les financements à garantie de résultats, et ce qu'on l'a dit, qui intègre également le préfinancement. On parlait de flux de trésorerie, etc. Donc c'est important, puisque ce dispositif peut intégrer le paiement différé. Et donc c'est l'expérimentation qui est en cours, qui peine à progresser, bien qu'on ait beaucoup de questionnements, beaucoup de questions. Un levier clé, donc le tiers investissement, qui transforme tout simplement les économies d'énergie en source de financement, peu ou prou. Alors, pour finir, c'est un outil adaptable qui intègre, je l'ai dit, le retour aux ENR, qui passe du fossile vers le renouvelable au meilleur coût. Aujourd'hui, et c'est ce qu'on devrait essayer de faire, c'est de calculer ce ratio. On le fait pour les réseaux de chaleur, il faut le faire pour la rénovation. Donc, et le travail, l'innovation qu'on peut faire maintenant, c'est de travailler sur les contrats de performance environnementale qui globalisent un petit peu cet ensemble. Et finalement, prioriser les CPE, c'est, selon les différents formats adaptés aux situations, c'est prioriser le soutien aux rénovations qui atteindront leur objectif fixé avec certitude. Merci beaucoup. Vous avez un bon de sortie donc, pour la conf de presse, comme a dit qu'il fallait y aller tout de suite. Merci Éric Trébasan. Donc une petite conclusion brève, si vous voulez, chacun et chacune.
Écoutez, pour pouvoir voter ces travaux et surtout atteindre une performance énergétique qui convienne, soit en matière d'économie d'énergie et puis surtout de la qualité de bien vivre dans son logement, bien vieillir aussi dans son logement, ça peut passer aussi par la simplification. La simplification, ça peut être les votes en Assemblée générale. On n'a pas encore osé parler de la loi de 65 et de l'évolution de la loi de 65, mais faire des votes groupés, des commandes groupées avec des scénarios où dans le scénario, il y a les travaux, l'architecte, le financeur, etc. On y travaille. D'ailleurs, il y a un CE qui s'appelle Oreno, dans lequel on participe justement pour voir si ces solutions simplifiées et globales peuvent être réalisables avec des gens comme un bureau d'études, un banquier et puis nous, administrateurs de biens. Donc, c'est simplifier les votes. Donc ça, c'est pas fait, évidemment. Quand on disait tout à l'heure CPE, on est tout à fait en face sur le CPE, mais au-delà de ça, l'élément déclencheur, au-delà du préfinancement, c'est aussi la garantie de performance des travaux réalisés. Si jamais vous expliquez à travers une assurance, Amel voulait peut-être aussi en parler tout à l'heure, une assurance qui est une assurance de garantie de performance réalisée grâce aux travaux. Le copropriétaire, il est content, il a une assurance, on lui garantit à travers des travaux la réalisation d'économies ou de changer d'étiquette. Et en plus, il va avoir une assurance qui garantit, voilà, mais encore faut-il sécuriser le propriétaire bailleur. J'espère que la loi Gacquer va passer parce qu'on a besoin de ça. Et surtout suspendre l'indécence et quand les travaux sont votés dans une assemblée générale, le temps des travaux, c'est suspendre l'interdiction de louer. C'est important aussi pour les bailleurs. Merci. Merci beaucoup. Écoutez, moi, j'ai besoin d'argent. Ah ben on vous coupe le micro. Pas... Ah mince alors. Prenez le micro surtout. Non mais premièrement, en l'état actuel des choses et pas simplement de notre volonté, mais aussi état actuel des enjeux. Du milieu économique, on ne sera pas prêt sur le scénario SNBC 2050. Il est ultra exigeant et objectivement on n'y est pas. Mais c'est pas grave parce qu'en réalité déjà si on faisait une bonne partie du chemin, je pense que ça serait formidable. Simplement aujourd'hui sans aide supplémentaire des bailleurs sociaux, je ne vois pas comment on fait plus de travaux puisqu'en fait ce sont nos fonds propres qui financent c'est le réinvestissement de nos recettes pour faire des travaux. L'État nous en ponctionne déjà 1,3 milliard. Je le dis à Jean-Luc Dupont pour pas le désespérer, mais la bonne idée actuellement du ministère et Amel je lui en parlerai plus tard pour ne pas mettre ça dans le budget des aides à la rénovation, c'est de nous vendre l'idée qu'avec le nouveau programme de C2E, on pourrait quasiment avoir 300 millions par an pour les bailleurs sociaux. Ah. Je leur ai déjà dit non hier au téléphone parce que je connais trop bien les C2E et déjà on les utilise, nous, beaucoup. Donc on est en train de nous raconter que pour faire mieux, on va nous permettre d'utiliser les C2E alors que c'est déjà une grosse partie de nos financements. La réalité aujourd'hui, c'est qu'il faut assumer une chose. Faire de la transition énergétique, ça oblige de l'investissement public. Cet investissement public, 1 euro investi, il permet d'en générer 2 ou 3 d'activités économiques, de retombées fiscales. Donc, c'est pas un investissement à perte. Et c'est ça, je pense, aujourd'hui qu'il faut qu'on arrive à faire valoir bailleurs comme collectivités locales. C'est qu'à chaque fois qu'on fait des travaux, c'est de l'investissement public qui est vertueux. Et aujourd'hui, c'est extrêmement difficile parce qu'on nous demande, nous, propriétaires bailleurs, en même temps de faire les travaux, d'être les leaders de la filière de la rénovation, parce qu'aujourd'hui, c'est nous qui tirons la filière dans la masse des logements, de faire des rénaux globales, mais sans argent. Et mieux, ou alors on demande aux collectivités publiques de prendre la suite de l'État. Ce n'est pas possible. Non, mais j'insiste beaucoup là-dessus parce que ce n'est pas une question de volonté ni de croyance dans l'efficacité de ces travaux. C'est qu'à un moment, on ne peut pas demander une mutation économique sans avoir un programme d'investissement public sérieux. Et aujourd'hui, on n'y est pas. Et je ne veux pas vous relancer, mais en même temps, vous devez construire des logements sociaux. Jean-Luc Dupont, pour terminer, une petite minute. Oui, alors, l'efficacité des dispositifs, elle doit s'inscrire sur la durée. On l'a dit, c'est important pour avoir de la visibilité et pour pouvoir le faire. Aujourd'hui, ils sont nombreux, mais ils foisonnent et il y a besoin aussi de pédagogie pour permettre aux gens de s'y acculturer et de pouvoir y avoir accès. Aujourd'hui, il y a un tel foisonnement que quelqu'un qui n'est pas un expert n'arrive pas à aller les chercher. Il y a aussi des leviers importants qui sont dans les nouvelles technologies. L'intelligence artificielle, le pilotage des unités de chauffage. Demain, on est en capacité, par un pilotage fin de détection de présence et d'autres, d'adapter l'optimisation des outils de chauffage. C'est quasiment 20% d'optimisation des coûts grâce à ces outils modernes. Il faut les faire entrer plus vite
dans la domotique et dans la gestion du parc de logement. C'est extrêmement important, dans les bâtiments publics comme dans les bâtiments privés. Je crois qu'il y a un enjeu majeur. Et puis, il faut que le cadre national donne des règles claires, mais qu'on laisse la respiration locale. L'intelligence des territoires, c'est par là que sortira les solutions. On ne veut pas d'un dogme national, ça ne peut pas se décliner pareil. Entre les enjeux des territoires denses urbains, des territoires de montagne, des zones côtières ou des territoires ultramarins, ils sont extrêmement différents. Il faut laisser construire les solutions locales parce que je crois que c'est là que l'intelligence se vit. Et donc c'est dans cette intelligence des territoires qu'on doit faire simplifier, financer, soutenir, verdir et agir. Voilà. Merci. Amel Gacquerre. J'ai quoi, moins 1 minute 30, c'est Ouais, ça? là vous avez vu, on a dépassé d'une 34. 3 mots, je vais en reprendre peut-être certains. Simplifier, la simplification, la visibilité et la stabilité. Alors je ne mets pas forcément dans le bon ordre, mais la simplification, ça a été dit et redit, mais c'est cette capacité aussi dans les dispositifs. J'abonde complètement sur l'investissement public. J'ai beaucoup parlé de la mobilisation de l'investissement privé parce que pour ma part, il est nécessaire et c'est pas du tout contradictoire. Hein. Mais donc simplification, c'est vraiment donc l'accès, encore une fois, aux dispositifs actuels, qu'ils soient publics ou privés, pour tous les publics, notamment les plus fragiles. La stabilité, parce qu'on en crève aujourd'hui, du manque de stabilité et du changement, excusez-moi de le dire comme ça, mais de règles perpétuelles que nous subissons tous et qui déstabilisent complètement, qui fait vaciller tout un pan économique, en fait, et notamment d'économie locale, et on le vit dans nos territoires. Et puis, la visibilité, moi je suis convaincue, et je le dis, on a un débat d'ailleurs cet après-midi au Sénat sur les solutions qui doivent être posées sur la crise. Donc c'est vraiment un sujet qu'on porte très très fort en fait au Sénat sur les solutions à apporter sur cette crise du logement. Donc on fait en sorte d'aborder le sujet avec les membres du gouvernement. Et donc je parlais de visibilité parce que je reste persuadée qu'on doit décorréler nos politiques du logement, mais surtout nos politiques de rénovation du débat politique. Et c'est possible en ayant, encore une fois, une visibilité, en partant sur des programmations pluriannuelles, par exemple. J'ouvre la parenthèse, je la referme aussi vite sur la banque de la rénovation. Ce qui est intéressant, vous voyez, sur ce sujet-là, c'est qu'on n'a pas besoin de nous, parlementaires, pour pouvoir le faire avancer. Aujourd'hui, on a donc un objet. Et aujourd'hui, le travail est en train de se faire. On prend contact en fait avec des banques privées, celles qui sont volontaires, pour pouvoir leur dire comment on peut vous aider. Et ensemble, on va configurer, préconfigurer en tout cas cet outil-là. Puis dernière chose, je ne peux pas ne pas le dire, j'abonde tout à fait. J'étais très contente d'entendre Monsieur le Président tout à l'heure sur ces exemples très concrets de changement, en tout cas sur son territoire. Je suis la Chambre des territoires quand même, mais je suis plus que convaincue qu'en effet la révolution et le changement, il passe par ce qui se passe dans les territoires. Donc il faut vous donner la possibilité, les moyens, mais aussi les libertés. Et la loi 3DS en 2021 avait créé notamment, par exemple, les AOH, les autorités organisatrices de l'habitat, qui sont aujourd'hui de magnifiques coquilles vides. Non, mais voilà, qui sont de magnifiques coquilles vides et sur lesquelles, moi, je ne désespère pas. Je pense qu'il y a encore des choses à faire. Alors, le Premier ministre parle d'un grand mouvement de décentralisation. Moi, je suis très contente de l'entendre et j'adhère et j'espère qu'on pourra le mettre sur la table et qu'on avancera. Mais il y a un vrai sujet parce que c'est là où se passera le changement, c'est sur les territoires. Merci. Merci beaucoup, merci Amel Gacquerre, Jean-Luc Dupont, Emmanuel Cos, Sylvie Dubrac. Merci beaucoup. Reprise des